Salutations, compagnons et compagnonnettes, sœurs et frères du médiéval. Me voici de retour, moi, Baillant Taillefer. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, Bohémond? Aujourd'hui, c'est l'épisode 4 de la saga Charles VI, une histoire de fou, la bataille d'Azincourt. La bataille d'Azincourt, le tombeau de la chevalerie française. Mais d'abord, un peu de contexte. Nous sommes sur une prairie, deux armées sont en train de lutter. La mêlée est féroce. Les chevaliers s'entretuent à coups d'épée, de hache, de masse d'armes. Il y a un jeune homme parmi eux, un jeune homme de 16 ans. À un moment donné, reclus de fatigue, il se retire un peu à l'écart des combats avec ses hommes d'armes, ses gardes du corps en quelque sorte, et pour souffler un peu, il lève le mésail de son bassinet à bec de passereau. Le mésail, c'est la partie mobile. Il le lève et il regarde les hommes qui sont en train de se massacrer entre eux. Et à un moment, il ne voit pas arriver une flèche de guerre qui est tirée, comme c'est la coutume en ce temps-là, en tir en cloche, c'est-à-dire un tir qui vise le haut, sans but précis, et qui va retomber ensuite sur l'ennemi. Cette flèche de guerre, je peux te la montrer. C'est ceci, avec une pointe qu'on appelle le bodkin, que j'ai forgé moi-même. Cette pointe est rattachée à la flèche par une goutte de cire. Et le principe, c'est que quand la pointe va pénétrer le corps, la personne blessée va avoir tendance à retirer le fût pour espérer retirer la pointe. Malheureusement, en retirant le fût, il se passe ceci. Tu as dans ta main le fût en bois, mais la pointe, elle, va rester enfoncée dans ton corps. En l'occurrence, ce jeune homme, il reçoit la flèche de cette façon-là. Il reçoit la flèche, ici, sous l'œil. Elle va lui transpercer la pommette droite et entre 5 et 10 cm d'acier vont lui traverser le visage pour se ficher presque au niveau de la mâchoire. La flèche lui traverse la bouche. Aussitôt, le jeune homme, qui a 16 ans, tombe à terre et se met à hurler de douleur. Ses hommes d'armes se précipitent sur lui, ils le transportent à l'arrière vers le camp et ils le couchent sur un lit. Aussitôt, on prévient son père et son père demande à ses barbiers, c'est-à-dire les chirurgiens de l'époque, de venir voir l'état de la blessure de son fils. Le jeune homme a le visage couvert de sang. Il essaie de se retenir de crier pour ne pas impressionner ses hommes, parce qu'il a un grand rang à tenir. Mais malgré tout, il souffre horriblement. Le barbier qui a examiné la blessure se rend compte que pour retirer cette pointe, qu'on appelle un bodkin chez les Anglais, il va demander au forgeron du coin de créer une pince spéciale, et avec cette pince, il va réussir à extraire la pointe de flèche. Ce jeune homme, c'est Henri V de Lancastre, suivant le nom de sa dynastie. On l'appelle aussi Henri de Monmouth, parce qu'il est né à Monmouth. Facile. Il est le fils du roi Henri IV d'Angleterre. Ne confondons pas avec notre Henri IV, celui de la poule au pot et de Sully. Le jeune homme s'en sortira, on lui retirera la pointe de flèche, et il ne fera pas de septicémie. Il restera gravement blessé pendant un certain temps, mais il ne mourra pas. Néanmoins, il va garder une blessure atroce au niveau de la pommette, parce que son visage est complètement fracassé sur le côté droit. Ce qui fait que quand tu verras des images, des reproductions qui à cette époque-là sont relativement fidèles de Henri V, tu le verras toujours peint sous son profil gauche. Tu ne verras jamais son profil droit. En quelque sorte, on pourrait dire que Henri V est l'une des premières gueules cassées de l'histoire, officiellement reconnue. Tu sais que les gueules cassées sont les pauvres combattants de la guerre 14-18 qui ont reçu des blessures tellement importantes que leur visage en est resté marqué. Néanmoins, en gardant ce handicap, il s'aperçoit vite que cette marque indélébile sur son visage représente pour ces hommes une marque de courage. Cela signifie qu'il a fait la guerre, qu'il sait ce que c'est que les combats et qu'il s'est battu comme ces hommes. Ce sera important pour la suite. Ce fameux Henri V, c'est le Henri V de la bataille d'Azincourt. Azincourt, 25 octobre 1415. Azincourt, c'est un petit village dans le Pas-de-Calais. Mais avant tout ça, dis-moi Bohémond, à ton avis, qu'est-ce que ça fait une flèche de guerre comme ça si tu la reçois? Alors, j'ai jamais testé, mais je pense que ça doit faire mal. Effectivement, ça fait horriblement mal. Alors, ce que je vous propose à tous, je vous referai une petite vidéo pour vous décrire, pour vous montrer comment on fabrique cette pointe de flèche à la forge, et également pour vous décrire les dégâts qui peuvent être occasionnés, et notamment
la puissance de l'impact. Petite vidéo à venir prochainement. Ce jour que je viens de décrire, ce jour et cette bataille, c'est la bataille de Shrewsbury, le 21 juillet 1403. Alors, nous avons vu le protagoniste, l'anglais. Les Français, on en a déjà parlé. Nous savons que la France est en réel danger, puisqu'il y a une guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, une guerre terrible, une guerre qui fera énormément de morts, une guerre qui va diviser le royaume en deux parties. Cette guerre va durer une vingtaine d'années. Et comme vous le savez, le roi, notre bien-aimé Charles le bien-aimé, Charles VI, le roi est fou. Alors évidemment, quand Henri V va arriver au pouvoir, il va profiter de cet état de fait pour envahir la France à nouveau. Il va de nouveau avoir des velléités de conquête, comme ses ancêtres glorieux l'ont eu avant lui. Car où en sommes-nous de la guerre de 100 ans? Nous sommes au plein milieu de la guerre de 100 ans. Il y a eu la bataille de l'Écluse en 1340, défaite française. La bataille de Crécy, 1346, défaite française. La bataille de Poitiers de 1356, défaite française. À l'issue de la bataille de Poitiers, le roi de France, Jean de Lebon, est détenu à Londres. Et les Anglais vont demander une rançon énorme, ainsi que des gains territoriaux. Ils vont quasiment détenir la moitié de la France. C'est le fameux traité de Brétigny. Un traité honteux pour la France. Mais il fallait bien récupérer Jean II, forcément. Il fallait un roi sur le trône. Mais heureusement, entre-temps, à la mort de Jean II le Bon, c'est son fils, Charles V, qui va régner. Et Charles V, un roi qui est très pieux, un roi intellectuel, un grand lecteur, un roi qui aime les livres, un roi qui aime la stratégie, un roi qui aime les cartes. Ce Charles V va avoir l'immense avantage de choisir un homme exceptionnel comme connétable. C'est Bertrand du Guesclin, le connétable de France. À eux deux, ils vont créer un binôme fonctionnel qui va rattraper les erreurs passées de l'armée française. En quelques années, quelques dizaines d'années plus précisément, du Guesclin va réussir à reconquérir progressivement tout ce que l'anglais avait pris à la France. Si bien que, au début du règne de Charles VI, l'anglais ne possède plus que la Guyenne, c'est-à-dire Bordeaux et une petite partie de l'Aquitaine actuelle, et il possède 3 ports, Brest, Cherbourg et évidemment Calais. Donc la situation est plutôt bonne pour la France. Surtout que du côté de l'Angleterre, les choses vont très mal. À cette époque-là, règne le dernier Plantagenet, Richard II, qui va entrer en guerre civile avec son cousin Henri IV de Lancastre. Henri IV va provoquer une guerre civile, il va emmener une partie de la noblesse contre Richard II, et le pauvre Richard II va être emprisonné et va être assassiné sous l'ordre d'Henri IV. Et ensuite, il y eut d'autres révoltes contre le pouvoir Lancastre qui avait un peu de mal à s'installer au départ. Alors, il y a eu cette fameuse bataille de Shrewsbury. C'est pas facile à dire, Shrewsbury. Je suis pas anglais, moi. Il y a eu cette fameuse bataille de Shrewsbury où, donc, son fils, le futur Henri V, a montré son courage. Les Anglais sont empêtrés dans des révoltes et guerres civiles entre partisans des Plantagenets déclinants, Lancastre, et la famille des Percy, les comtes de, attention c'est dur à dire, Northumberland, ah oui je sais, je suis pas anglais, qui sont soutenus par les Gallois de Olwen Grendir. Donc pour l'instant, tout va bien pour les Français. Il faut comprendre que, après l'épisode de Shrewsbury, le roi Henri IV commence à se méfier de son fils. N'oublions pas que, par félonie, par traîtrise, il a tué son propre cousin, le roi Richard II. Et il n'a pas envie que son fils devienne trop charismatique, emmène une partie de la noblesse avec lui, et se mette dans l'idée de vouloir lui prendre le trône. Alors il l'écarte complètement du pouvoir. Et Henri V se sent rejeté. Henri V sombre dans une espèce de dépression. Il se met à boire, il se met à voyager de taverne en taverne, et il devient une espèce de jeune débauché qui ne pense qu'à faire la fête, à courir la ribaude et à boire avec ses amis. Et puis, Henri IV meurt. Alors là, tout change. Henri V monte sur le trône, et à la surprise de tous, il devient sobre. Il ne boit plus, il débute son règne avec une vie d'ascète. Et il a une idée, reprendre
les velléités de conquête de la France. Il veut le trône de France. Mais il est malin. C'est quelqu'un qui est un peu pervers. C'est quelqu'un qui est très intelligent. Il a beaucoup de roueries, comme on disait à l'époque. Et il décide d'endormir les Français en leur parlant de la paix. Qui pourrait refuser la paix? Personne. Les Français sont très contents. Ils se disent, mais pourquoi pas? Alors s'engage un balai diplomatique entre Français et Anglais. À un moment, les Anglais vont visiter les Français, puis les Français, en la personne de plusieurs évêques, vont visiter les Anglais. Et il y a une promesse de mariage. Le jeune Henri V veut trouver une reine issue de la famille royale française. On lui désigne la jeune Catherine de Valois, une jeune fille très très belle, qui n'a que 13 ans. N'oublions pas qu'à cette époque, les mariages sont de raison et pas d'amour. Alors, on commence à parler de dot. Et les Français se doutent bien que l'Anglais va demander beaucoup d'argent et des territoires qu'il a perdus sous le règne de Charles V. Alors, le balai diplomatique continue. Cela dure des mois. Et puis, à un moment, les envoyés du roi d'Angleterre arrivent devant le conseil du roi de Charles VI et ils demandent une chose très simple, extrêmement simple. Le trône de France. Le roi d'Angleterre s'estime être roi d'Angleterre et roi de France. D'où vous avez tous vu les armes, le blason, les armoiries anglaises en éclaté, léopard rampant d'Angleterre et fleur de lys. Alors évidemment, au conseil du roi, on essaie de garder son calme. On prend les choses avec diplomatie, avec presque humour. Et on dit qu'on en reparlera. Mais que pour le moment, l'important, c'est de faire la paix et d'assurer le mariage de Catherine de Valois avec Henri. Et puis, ce beau ballet diplomatique va se terminer par une lettre qu'Henri V écrit à son lointain cousin Charles VI, où il le désigne sous le nom de prince. Il ne désigne pas Charles VI comme le roi de France, mais comme un prince. Et il se désigne lui-même, Henri V, en tant que roi d'Angleterre et roi de France. Cette fois-ci, les Français ont compris. Ils se sont fait duper par le malin Henri V. Parce que pendant ce temps-là, Henri V a fait commander des navires. Il a fait construire des navires en Angleterre. Des navires magnifiques, très costauds. Des bâtiments de guerre et des bâtiments de transport. Il en a commandé aussi en Zélande et en Hollande. Ce qui fait que, début 1415, il a sa flotte de guerre. Il a ordonné à son peuple de s'organiser en milices paysannes qui vont s'entraîner à l'arc. Le fameux arc anglais. Le longbow en if. Tous les dimanches, après la messe, les paroissiens anglais s'entraînent tout l'après-midi au tir à l'arc. Ils vont devenir de redoutables archers. Et Henri V a aussi fait travailler les forgerons. Il a fait forger des armes, des pièces d'armure et des pointes comme celle-ci. Des millions de pointes pour faire des millions de flèches. Et oui, il fallait se méfier de l'Anglois. Il fallait se méfier du jeune Henri V. Mais voilà, personne ne l'a fait. Et la France va en subir les conséquences. Dans une de ces batailles, dans une de ces défaites les plus terribles. Quand on regarde l'histoire de France sur 2000 ans, on cite souvent comme défaite Alésia. Bon, je sais, c'est la Gaule, c'est pas encore la France, mais bon. La campagne de juin 1940, la bataille de Dien Bien Phu, et évidemment Azincourt. Azincourt, c'est vraiment la bataille emblématique de la guerre de 100 ans. C'est celle qui a provoqué la mort du plus grand nombre de nobles. À Azincourt, il n'y a quasiment que des chevaliers et des nobles qui sont tués. Azincourt, c'est le tombeau de la chevalerie française. Je ne sais pas si vous avez Netflix, et si vous avez vu le film The King de l'Australien David Michaud. Si vous l'avez su, sachez que c'est l'un des films les plus révisionnistes du point de vue historique des 10 dernières années. Pour prendre un exemple tout simple, Louis de Guyenne, qui en 1415 est le dauphin de France, n'a jamais été à Azincourt. Il était à la cour du roi de France à Paris. C'était un jeune homme intellectuel, passionné d'art, passionné de musique, de théâtre, et pas le foudre de guerre belliqueux et pervers que l'on montre dans le film. Si vous voulez avoir une vie plus réaliste de la vérité historique,
Vous prenez le Henri V de The King et vous prenez Louis de Guyenne et vous les intervertissez. C'est-à-dire que le caractère de Louis de Guyenne, en réalité, c'est celui du vrai Henri V. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner, de mettre des likes. Alors, on reprend nos bonnes vieilles habitudes. On dit quoi à la fin, Bohémond? L'histoire, c'est toi qui l'as fait.